En date du 16 avril 2024, s'est déroulée une excursion des étudiants de Master 2 de l'EANSI, option sécurité alimentaire et changement climatique, dans le cadre du cours de gestion intégrée des eaux et des sols, dispensé par le professeur Salvatore Kaboneka. Pour des étudiants en nutrition, le cours en question trouve tout son intérêt. Le professeur nous éclaire sur le cours ainsi que sur la méthodologie adoptée pour le dispenser. J'assure un cours à l'EANSI pour les étudiants master, un cours qui est intitulé Gestion intégrée des eaux et des sols, donc pertinemment en rapport avec la fertilité des sols qui est beaucoup affectée par l'eau, parce qu'il y a un lien entre les deux. Quand nous parlons de chute de fertilité due à l'eau, nous parlons effectivement de l'érosion hydrique qui est un problème réel dans ce pays au regard de la exploitation des terres et au regard aussi de la topographie. Et donc ce cours est en lien avec leur orientation parce qu'on me dit qu'ils se concentrent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, érosion hydrique qui diminue la productivité des terres et la fertilité des sols, chute de la fertilité des sols, chute de la production et chute de la qualité de la production agricole et donc insécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est un cours pour moi qui cadre bien avec les orientations de ces étudiants pour leur profession. Dans un premier temps, il y avait une partie théorique carrément, une partie présentielle où j'ai proposé aux étudiants d'éviter la façon d'enseigner au cours, prendre des notes, syllabus. Je leur ai proposé plutôt de contribuer de leur façon au cours en faisant de la recherche bibliographique et de faire des présentations devant les autres étudiants. Et de cette façon-là, nous discutons ensemble. Donc, carrément, peut-être qu'on pourrait dire que j'ai relégué mon métier d'enseignant à mes étudiants, mais c'est de cette façon normalement que les enseignements au niveau des masters et des doctorats devaient être organisés. On appelle ça l'approche grecque ou l'approche romaine, c'était comme ça. Alors ce n'était pas tout à fait mes étudiants, c'était plutôt mes disciples, si je me considère comme un maître dans l'enseignement. Et donc après cette partie théorique en classe qui a duré pendant 5 jours, nous avons organisé aujourd'hui une descente sur le terrain pour illustrer certaines thématiques, notamment certains types de concepts. L'objectif de cette descente sur terrain visait à se rendre compte des problématiques qui s'observent sur les cours d'eau et les sols burundais. Sur Anangwa, nous avons vu cette nervosité de la rivière qui va détruire probablement le pont, l'infrastructure. En tout cas, qui a détruit certaines structures que l'on voit et qu'il faut être géré. Et nous avons discuté que ce problème de la Nahangwa en aval trouve source en amont. Donc, en réalité, la meilleure façon de gérer cette nervosité de la Nahangwa, c'est de gérer la source de ces eaux, n'est-ce pas, qui augmente la nervosité de la Nahangwa. C'est l'action que j'ai appelée préventive, l'action en amont. Donc, végétaliser, gérer, si vous voulez, les terres qui se trouvent en amont de la Nahangwa. Et nous avons discuté pas mal de choses, de l'efficacité de certaines structures anti-érosives ou de gestion comme les gabillons qui ont des limites sur le plan efficacité et sur le plan durée aussi. Et de là, nous sommes arrêtés sur la rivière Gasenyi qui a aussi une histoire. Et vous vous souviendrez que 2014, c'était une année difficile où la Gasenyi a complètement détruit et inondé Tcharama. Nous avons parlé de la façon dont la rivière est gérée aujourd'hui. Et sur quoi je devais insister, c'est que finalement, le génie civil est fondamental. La canalisation de ces eaux, aussi bien sur la Nahangwa que sur la Gasenyi. Et à la Gasenyi, quand vous regardez l'aval du pont, on a commencé à canaliser. C'est la meilleure méthode, c'est la meilleure approche qu'on utilise partout dans le monde pour gérer les rivières qui traversent les villes, pour éviter des débordements et des dégâts sur la population et sur leurs propriétés. De Gasenyi, nous sommes arrêtés quelque part à Muberure, où je leur ai dit, voyez, il y a une dynamique. Ici où vous êtes, à Muberure, dans le temps, il y avait du bananier plein. On appelait ça le système à escarpement occidental à bananier. C'était des classifications en matière d'agroforesterie. Maintenant, il n'y a plus de bananier. Tout simplement parce que le sol est parti. Il ne reste que la pierre qui a poussé. La pierre ne pousse pas parce qu'elle est complètement dénudée. Ça, c'était le troisième stop, qui indique l'effet de ce qu'on appelle l'érosion en nappe sur la perte de fertilité. Mais il y a une certaine dynamique qu'ils ont vue. Si le bananier a disparu, apparemment il y a quelque chose qui s'installe. C'est le palmier.
Et donc, avec la dynamique de la fertilité des sols, suit une dynamique phytosociologique. Il y a des espèces qui naissent. Ce qui a été prouvé au 4e poste, n'est-ce pas, où on a vu que la palmeraie s'installe carrément. Le 4e poste, c'était l'effet des eaux des routes, n'est-ce pas, les eaux d'écoulement qui posent des ravinements. Et la solution qui a été proposée à ce poste-là, c'était qu'on fasse les gabillons soutenus par des murs en béton, mais la partie amont de ces murs et au-dessus du gabillon, on végétalise avec du banagras, n'est-ce pas? Et par après, on a vu des gabillons aussi proposés. Alors, morale de la chose, on a l'impression que vraiment le génie civil s'installe. C'est le gabillon, 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 dont on devrait analyser l'efficacité honnêtement. Parce que on propose plutôt, si gabillon est installé, qui a peut-être une petite durée, il faut penser à plusieurs années, on peut solidifier, n'est-ce pas, renforcer le gabillon avec de la végétation. Et il y a des espèces, l'eucalyptus peut jouer le rôle. À ce poste-là, nous avons vu un glissement de terrain qui est connu. Ce glissement de terrain est issu de la sursaturation du sol, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'infiltration en profondeur, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'infiltration, le sol devient pratiquement liquide et il s'écoule le long du pandage associé aux roches. C'est le glissement de terrain. Et ça existe dans le Momirwa. Et j'ai dit, c'est pourquoi vous ne verrez pas de fossés antérosifs dans ces deux zones du Momirwa, parce que ces sols ont des roches particulières, si vous voulez, avec un certain pandage, et des sols argileux qui absorbent beaucoup d'eau, avec une faible infiltration. Donc avec un pandage défavorable en termes de roches, n'est-ce pas, et avec un sol qui absorbe l'eau et qui ne filtre pas, vous avez automatiquement un glissement de terrain. Des fossés antérosifs, alors, risquent de concentrer l'eau quelque part. Et si ça concentre l'eau, vous avez un risque de glissement. Les fossés antérosifs dans cette partie du Momirwa sont interdits. Stop quelque part au niveau de Kivogoye, où ont opéré les projets FIDA, où on a montré, si vous voulez, les infrastructures en haie antérosive double, fossé antérosif aval, fossé plutôt haie antérosive amont. Ça, c'est la technologie qui est maintenant en diffusion au Burundi. Une double technologie physique, fossé antérosif pour l'infiltration et antérosif pour faire barrière et limiter le ruissellement, filtre, barrière et filtre. C'est la technologie qui est maintenant en diffusion au Burundi, particulièrement. À la fin, nous avons visité le site expérimental de Matongo, qui est un site qui a été mis en place avec l'aide des universités flamandes et de l'IFDC. Et là, je leur ai montré justement le renforcement de cette double technologie, fossé antérosif, structure physique, et antérosive, structure biologique. Dans Matongo, on a consolidé, si vous voulez, cette double structure qui est devenue une quadruple structure, dans la mesure où vous avez le fossé antérosif, méthode physique, vous avez la haie herbacée à banagras, structure biologique, renforcée par une haie à Kaliandra, source de fourrage et de tuteur, structure biologique, et un alignement de certains arbres, tout en amont, 4 structures en réalité. Et les arbres, c'est essentiellement le cédrier et le grevillea. Ce que peut-être je n'ai pas dit, c'est que vis-à-vis de l'agriculteur, passer de 2 structures à 4 structures consomme de l'espace. Ça prend de l'espace pour l'agriculteur. Donc, quelque part, la mise en place des technologies, ça veut dire que vous faites un répertoire. Et l'agriculteur choisit suivant le contexte. Donc, normalement, les technologies, ou une technologie ne doit pas être universellement appliquée. Non, il faut considérer le profil de l'agriculteur. Est-ce qu'il a suffisamment d'espace? Est-ce qu'il a suffisamment de temps? Et on lui fait une sorte de répertoire et il choisit. Et l'argent aussi, en termes d'investissement ou de main-d'œuvre nécessaire pour la mise en place. C'est ça. Mais globalement, ça c'est clair. Le fossé antérosif renforcé avec une structure biologique en haie, c'est la meilleure technique et les chiffres l'ont montré, n'est-ce pas? Je leur ai appris et probablement encore rappelé que l'érosion hydrique finalement c'est la source d'acidification des sols au Burundi. N'est-ce pas? Donc autrement dit, si vous aménagez votre sol correctement avec la haie, vous diminuez les pertes en certains cations basiques comme le calcium et le magnésium et donc vous diminuez l'acidification. Autrement dit, un investissement en haie vous permet d'épargner de l'argent que vous deviez investir pour l'achat de la dolomie pour corriger l'acidité. Ça, c'était l'avant-dernier poste. Ici, nous sommes sur les terrasses radicales, qui est une autre approche qui n'est pas vulgarisée ici au Burundi, n'est-ce pas? Et qui est importée
des zones méditerranéennes, qui a ses limites et son potentiel. Certainement qu'il y a beaucoup de limites en termes de main-d'œuvre qu'il faut investir et d'appauvrissement. Et je leur ai dit finalement, s'il faut reconvertir ces terrasses, il faut plutôt mettre le café des cultures de longue durée, des cultures pérennes et qui ont un revenu étalé dans le temps.